La famille BMC, on est de retour. Saison 3. Chez nous, on fait comme ça 3. On fait pas 3 comme ça 3. Dans tous les cas, c'est la réunion de famille hebdomadaire. De quoi on a parlé. Avec mes gars, on commence toujours en famille. D'accord. C'est les OG. On est là, on est prêt. On a parlé de mercato, d'intersaison avec des entraîneurs. Qu'est-ce qu'il faut pour un entraîneur pour impacter? Et on a fait un petit retour sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le côté olympique, pas l'Olympique de Marseille. Moi, je suis parisien, mais on est ensemble. Ballon, main, corps, reste branché. C'est parti, let's go. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. La réunion de famille hebdomadaire, saison 3. Let's go, c'est parti. Feu, fuego, tout ce que tu veux. Friandise, ça dit quoi? Comment ça va? Tu parles de fuego, il fait très très chaud ici. Hein. El fuego, partout. Je sais pas chez vous, mais en tout cas à Paris, la chaleur est bien présente. Je me suis cloîtré dans ma chambre pour être au calme, pour être au frais. Mais ça va, ça va. Bah, toujours en vacances, hein, malgré la reprise de la nouvelle saison, malgré la reprise des saisons de football, saison sportive, mois d'août. Moi, toujours en mode inactivité, donc on patiente au calme. Mais on profite de ces moments un peu calmes pour l'instant. ATL, ça dit quoi? À Étienne, la chaleur, c'est un non-sujet. C'est notre pain quotidien. Nous, on a des clims, il n'y a pas de cloîtrage. Nous, c'est les factures d'électricité sont plus importantes en été qu'en hiver ici. Tu utilises plus la clim et tout, ça tourne à plein régime. Vous connaissez les States. Pour tous les gens qui n'y ont jamais été, l'air conditionné, la climatisation, c'est partout et à grosse dose. Donc, non, nous, on a coupé un tout petit peu BMC, mais ici c'était tout sauf les vacances, tout sauf une off-season. On a enchaîné de plus belle. Malheureusement, on a été sorti encore cette année au premier tour de la Leagues Cup, le tournoi organisé par la MLS conjointement avec la Liga MX. Donc toutes les équipes de Ligue mexicaine et de MLS s'affrontent dans un tournoi qui est vraiment sympa. Mais malheureusement pour la deuxième année consécutive, on a sous-performé à domicile. Donc là, on a 1 ou 2 semaines de prépa en vue de notre prochain match de championnat qui est à la fin du mois. Donc l'école a repris. Moi je suis dans un rythme vraiment de septembre pour la France, quoi. Les enfants ont repris les activités, l'école a repris. Voilà, très pris, mais dans le bon grind. Il y a juste une mauvaise nouvelle ce matin. J'ai appris le décès après un long combat de Cédric Dory, mon ancien directeur sportif à Auxerre. Donc une grosse pensée pour sa famille, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de, tu vois, les bonnes personnes de ce milieu, tu vois, quelqu'un de vraiment très très correct et qui m'avait accueilli à bras ouverts. Donc voilà, grosse pensée. Il était dans un long combat. Voilà, C'est à cause de Châteauroux aussi. Hein. c'est ça. Il a coaché à Châteauroux, il a joué au Havre, il a eu une belle carrière. Les cartes Panini, on les a eu, Cédric Dory, attaquant, mais bonne personne. Donc vraiment, voilà, dans toutes nos pensées. Yes. Ouais, alors, ouais, bah voilà, comme on dit, vraiment nos condoléances. Et du côté d'ici, moi, je vais pas vous mentir, enfin, vous le savez très bien, j'arrive tout droit de Paname. Là, je viens de rentrer à l'instant même. On est là, on cache rien, hein, c'est pas, on continue. Je sors de fuego parisien. Parce que franchement, Ricky, t'as raison, c'est là Oh, il fait chaud sur Paname. Oh là là, c'est terrible. Et en plus, voilà, c'est la fin des JO. Donc là, je suis rentré sur London. Donc il fait aussi chaud à Londres, je ne vais pas te mentir. Mais moi, j'aime bien.
aiment bien cette chaleur, tu vois. Mieux ça que la grisaille londonienne. Donc, à part ça, oui, c'est des vacances. Non, c'est pas des vacances pour moi. Les enfants sont en vacances. Nous, voilà, on taffe toujours. Je pars pas en vacances. On avait plein de choses à faire. Et on bouge un peu et il faut préparer cette nouvelle saison. C'est ça qui est bien. Il faut la préparer parce que on vit au rythme de la saison de football. Et il y a plein d'échéances qui vont arriver. Franchement, c'est assez intéressant. Et c'est comme tout bon début de saison. Tu vois, et Attends, une petite parenthèse, on va dire, parenthèse enchantée. Là, on parle de la saison qui est pas, qui va arriver justement, mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes des JO de Paris quand même? Ah, bien Je sûr. ne sais pas si tu allais en parler, je sais pas si c'était dans ton thème, Partager mais cette expérience parce il que faut nous, qu'on de en l'autre, parle quand même. Mais ah ouais, c'est normal d'en parler. On ne peut pas commencer notre nouvelle saison sans parler de ce qui vient de se finir et de tout ce que ça représente. Bien sûr qu'on peut en parler. On en parle. Parlons-en. Les Non, JO, mais tu parles. justement, moi, je voulais ton point de vue, ton ressenti, parce qu'il me semble que tu étais à Londres aussi en 2012 déjà, toi. Tu étais déjà en Ouais, Angleterre quand il y avait les JO de 2012. ouais. Alors, je sais que c'était des JO sympas à Londres, il y a 12 ans déjà, mais ceux de Paris, quand même, pas mal quand même, hein, pas mal. Ah, ils ont envoyé. Franchement, j'étais à Paris assez souvent sur ces 10 derniers jours et ils ont envoyé. Après, moi, il y a un truc, c'est qu'entre ce que tu vois à la télé, parce que moi, on est dans le monde des médias, ce que la télé te montre, c'est le feu, hein, c'est le feu. Hmm. Et quand tu es sur place, ces deux expériences, on le sait tous, totalement différentes. C'est comme pour un match de foot. Mais non, 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 force est de constater, je le dis, la seule chose, c'est que c'était relou dans Paname parce que je te dis, moi, où j'habite, dans Paris, c'est pour Ah non, moi, ce. franchement, c'était tranquille, moi, hein. Ah, mais toi, Moi, t'habites en j'étais. ville, frère, t'habites même pas à Non, Paris. ah, non, attends, mais non, mais après, moi aussi, j'ai assisté à quelques événements, j'ai eu quelques rendez-vous sur Paris, plupart du temps, c'était plutôt tranquille, hein. Ah, en tout cas, Je suis même monté vers chez toi du côté d'Argenteuil, non, c'était, ça a Argenteuil, été quoi. mais du côté chez moi, du côté de chez mon daron, dans le 9-3, là, et je te dis la vérité, Ah oui, Saint-Ouen, oui. ça. Ah, non, 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 Oui, non, aux non. abords du Stade de France, ouais, ils ont dû tout bloquer, ouais. C'est quand je te dis que c'était la guerre, mais enfin, franchement, c'était bien. C'était l'esprit olympique. Franchement, pour le coup, je savais pas ce que c'était. Et franchement, j'ai demandé à plusieurs personnes, pourquoi on fait la différence entre, je sais pas, ouais, c'est un sport olympique et peut-être vous allez m'aider. C'est un sport olympique, comme si, tu vois, il y a des sports qui sont pas olympiques et comme s'il y avait des caractéristiques bien précises au sport olympique que les autres sports qui ne sont pas olympiques n'ont pas. C'est quoi la diff? Parce que moi, je sais pas. En fait, c'est pas une question de sport olympique, c'est le fait d'être olympien, en fait. Tu sais, un sport olympique, bon, c'est bien, tu as même des sports qui sont pas trop exposés, qui sont olympiques. Par exemple, je sais pas, moi, je vais dire un sport au hasard. Le hockey sur gazon, c'est pas un sport vraiment qui transcende. Mais je pense que le fait d'être olympien, c'est quelque chose. Parce que j'ai croisé pas mal de personnes. Et justement, quand j'étais au MIP, on a fait une session au comité olympique. Et tu sens quand même le respect ou la reconnaissance de sportifs qui ont fait les JO, que ce soit un footballeur, un basketteur, un hockeyeur, un nageur, tout ça. Il y a un statut d'Olympien et c'est ça que je kiffe. Tu vois, là, c'est vraiment l'essence même du sport. C'est ce que arrive bien à faire le comité olympique ou les JO, c'est qu'ils arrivent à garder quand même vraiment le sport, la notion de performance, la notion, toutes les bonnes valeurs que véhicule le sport. Je pense que c'est ça que les JO, encore aujourd'hui, arrivent à maintenir. Contrairement au foot, des fois, il y a le côté un peu performance, compétition, business. Même si les JO, hein, ça génère des milliards et des milliards. Mais ils arrivent quand même à garder cette essence même du sport, tu sais, les dépassements de soi, la fraternité, entre guillemets. Donc, c'est intéressant et c'est vraiment ce qu'on a ressenti hein, dans ces Jeux de Paris. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Moi, ouais, j'ai kiffé les infrastructures avec les Ouais, décors parisiens, c'était dehors. Versailles. Non, Oui. franchement, c'était top. Faut rendre à César ce Non, qui c'était appartient à dehors. César. Et le foot, Bravo à Paris. c'était terrible. Mais Q, from the States, ah, comment? ben justement, c'est là où la perspective, elle était vraiment super intéressante, à savoir, tout le monde était un peu, tu vois, ébahi sur, ouais, sur les structures, les infrastructures. Encore plus ici aux États-Unis, où ils adorent
J'adore dire qu'ils ont les meilleurs stades du monde, ce qui est assez vrai, les stades les plus avancés technologiquement et tout. Mais là, il y a un côté où, ouais, tu vois, tu peux pas remplacer le haut de gamme par l'architecture. Tu comprends, par l'art. Et c'est un peu ce savoir-faire français qui a été mis en avant. Et tu vois, vu de l'extérieur, c'était un jour, la cérémonie d'ouverture était un jour de match pour nous. On était au stade, on regardait la cérémonie d'ouverture et il pleuvait. Et puis, tu sais, il y avait un peu tu savais pas exactement ce que ça allait donner. Donc, tu vois, t'entendais un petit peu, t'avais quelques petites mauvaises langues, alors que vu de France, c'était un grand succès déjà, cette cérémonie d'ouverture. Mais là, force est de constater, 2 semaines après, Globalement. les Américains ont performé au JO, mais il y a eu énormément de super retours par rapport à l'organisation, par rapport à l'atmosphère. Franchement, à part la finale de basket où Vincent Collet a dit quelque chose d'assez vrai et qui est un sujet pour la suite, à savoir le prix des places a fait que l'arène n'était pas forcément remplie et qu'en plus, c'était pas nécessairement des supporters. Ça, c'est un mal qui va en grandissant. Parce qu'ici, aux États-Unis, tu le vois énormément. Il y a l'équipe nationale mexicaine où il y a énormément de matchs de la Ligue mexicaine qui se jouent aux États-Unis pour facturer plus la communauté hispanophone américaine qui est prête à beaucoup plus payer qu'au Mexique. Mais donc, du coup, le business est mis en avant. Bref, pour en revenir au JO, t'as quand même eu un sentiment d'atmosphère fantastique. Les athlètes partageaient un côté, c'était incroyable, tu vois, peu importe le sport. Et puis, moi, j'avais 2 ex maintenant coéquipiers qui jouaient avec les États-Unis. Et il y en a un qui était un des joueurs de plus de 23 ans. Et pour en revenir à ce que tu disais, Ricky, l'esprit olympien, lui, c'était la fierté d'avoir disputé les JO, d'avoir fait la cérémonie d'ouverture. C'était Mm. un truc, il était dans tout ce qu'il a posté, il était d'un côté hyper, il montrait énormément de gratitude d'avoir été là et en même temps il remerciait énormément son club de l'avoir laissé rater des matchs de championnat. Tu vois, parce que Ouais. nous ici, les joueurs, ils ont raté 4, 5, 6 matchs de championnat pour pouvoir faire les JO. Donc pour en revenir à ce que tu as dit, ça dépasse même le sport et le côté, moi en tant qu'athlète, moi en tant que performeur, c'était moi en tant que nation dans ma spécialité. Et c'est vrai que bah, quand tu vois les lions marchands, tu vois, tous les 4 ans en JO, tu as quand même des athlètes qui, je veux dire, Teddy Riner, si c'était pas pour les JO, on n'aurait pas eu la chance de savoir l'athlète incroyable que c'est. Tu comprends? Ouais, c'est clair. Les C'est clair. handballeurs français, même si cette année, c'était pas. Les basketteurs, les basketteuses, tu vois, il y a eu quand même le sport co-français, on est Ouais, sorti les cyclistes, tout ça, les kayaks, kayakistes? Kayakistes? kayakiste, ouais. C'est là Ouais. où t'as quand même des super aventures humaines et t'as quand même des individus qui ressortent d'un environnement encore plus en France. Non, pour avoir suivi de l'extérieur, franchement, ça a été jackpot, ça a été un 100%. Tu vois, ça a été une belle réussite. Franchement, non, c'était de la bombe. Ça fait plaisir. Tu regardes des sports totalement différents et tu vois quand même des similitudes. Moi, j'ai beaucoup écouté. Il y avait des trucs sur la 2 après l'émission, là, quel jeu, tu vois. Les gens, ils viennent, ils posent des trucs de comment elle s'appelle Léa Salamé, des trucs comme ça, là. Mm. Mais dans le sens, je m'en fous d'elle. Je parle juste de l'émission, dans le sens où, tu vois, ça pose des questions et tu te rends compte quand même que même si beaucoup de ces champions, beaucoup de ces champions, ils sont pas, comment dire, ils sont pas professionnels. Ouais, ils sont pas professionnels, les boxeurs et tout. Enfin, c'est pas les mêmes infrastructures, les mêmes moyens que dans notre sport à nous. Bah, comme tu aimes bien dire, force est de se constater, frère, on a quand même tellement de similitudes. On se comprend. On se comprend dans le haut niveau. Quand tu vois les mecs, quand les mecs où je te parle des êtres humains, hommes ou Mhm. femmes, performer à haut niveau où ils performent, et quand tu les écoutes parler, souvent on pense que nous dans le foot, bah, il y a l'équipe de France, il y a le foot, mais tu penses qu'on est vraiment à part, et les gens ils nous mettent à part, mais tu te rends compte que un top performer, quelle que soit la discipline, bah, c'est un top performer. Et qu'on fasse du foot, de l'escrime, j'ai vu des mecs qui faisaient de l'escalade, mais tu les écoutes parler, tu peux pas. En fait, tu te dis, on fait partie de la même famille. Exactement, la même On famille. fait vraiment partie de la même famille parce que c'est juste qu'il y en a un qui joue un poste différent. C'est comme sur le terrain, on dit les attaquants, les défenseurs, mais là, à une échelle beaucoup plus grande, on- moi, c'est ça que je kiffais. Je kiffais les interviews d'après épreuve ou quand ils venaient sur le plateau, ils allaient au club. Après, tu vois, dans leur euphorie, quand on leur parlait vraiment de leur performance, ils parlaient du mental. Ah, tu t'imagines combien de fois ils parlaient que du mental, de ceci, j'ai fait ceci, j'ai géré mes peurs et tout, j'ai performé au bon moment et tu voyais. Putain, non, franchement, moi je trouve qu'émotionnellement parlant, c'était extraordinaire. Extraordinaire et vraiment chapeau. Et je Donc, sais pas si vous avez vu la fin hier, le sprint
à la fin du marathon féminin, incroyable. Tu te dis, au bout de 42 kilomètres, tu avais un groupe éto de 5 coureuses. Et au final, ça a terminé sur un sprint en 1 contre 1. Elles se sont mis un coup de physique. Et Ouais, ouais. incroyable. Tu te rends compte, sprinter à la fin d'un marathon. Et puis, tu vois, on te dit, ouais, elles se sont mis un coup de physique. Il y a eu un corps à corps presque. C'était incroyable. Et tu vois, il y a eu un truc qui s'est passé je regardais une émission quand l'équipe de France de Chichi, elle a perdu dans le grand final. Et les gens, ils comparaient la réaction, tu vois, comment ils se remettent, des joueurs de l'équipe de France, ils se sont remis, entre guillemets, ils étaient tristes de leur défaite, tu vois, parce qu'ils ont perdu en finale, ils ont eu leur médaille d'argent. Mais ils disaient que les joueurs de foot, il a tellement l'habitude de faire match après match après match, de subir des déceptions, qu'ils prennent la déception, mais tu le voyais moins, c'était moins genre un désastre qu'un athlète qui a travaillé pendant 4 piges, tu vois, qui vient, qui perd en finale ou qui perd. C'est pas le même fonctionnement. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et je l'ai vu, après j'ai regardé les trucs. Ouais, les joueurs, tu vois, ils étaient super, ils étaient yom. Mais après, Peu genre, de temps après de célébrer. Tu les as vus danser, tu les as vus célébrer. Et c'est un truc, on en a parlé. Je pense que j'avais partagé cette anecdote quand on perd en finale en 2019 contre Seattle. Ils n'ont pas célébré la défaite. Ils ont célébré le chemin accompli et l'aventure humaine. Voilà, Et exactement. comme ils ont amené les gens ensemble. Et je pense que ça, tu vois, par contre, c'est un truc de cette nouvelle school, tu vois, de cette nouvelle école que j'apprécie énormément. C'est d'être capable de prendre de la distance rapidement et de célébrer le parcours, en fait, le process. C'est un truc, je sais que beaucoup d'anciens ont sans doute grincé des dents en disant comment ils célèbrent, ils ont perdu, ils ont été la médaille d'argent à domicile, c'est un scandale. Mhm, mhm. Non, franchement, ça m'a fait super plaisir de le voir et la narrative autour de tout ça m'a beaucoup plu. Dans le sens où on était un groupe, ils se sont trouvés une espèce de surnom, c'était des fous, mais il y avait un côté, tu vois, il y avait un côté, t'isoles pas énormément d'individus de cette équipe, tu vois, et de les voir célébrer ensemble comme ça, tu te dis, il y avait quelque chose d'organique qui s'est créé dans ce groupe, et c'est ce que t'aimes voir, tu vois, olympique ou pas. C'est clair. D'ailleurs, moi, j'avais envoyé un tweet en disant bah, bravo à Titi, malgré l'argent, malgré la finale ratée, entre guillemets, ils ont réussi à amener quelque chose. Et j'étais pris un peu de volée hein, par certains. Ouais, mais ils ont été nuls, ça a été laborieux, ils ont été mauvais par rapport au groupe qu'ils avaient de ça. Je fais, mais vous vous rendez pas compte. Rappelez-vous, moi, j'étais avec RMC, hein, pendant moins 1 an, on parlait de l'équipe de France Espoir qui allait venir, le rêve de Kylian, Griezmann, Lloris. À la fin, ils se retrouvent avec des Badé, avec des Mateta, sans faire offense, au contraire. Ils arrivent à former un groupe, et comme tu l'as bien dit, Q, le cheminement jusqu'à cette finale-là, et encore nous faire kiffer, parce que malgré tout, il y a une prolongation. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. À la fin, ils ramènent l'argent. Après, l'argent et le bronze au JO, c'est une autre valeur que perdre en finale de Champions League ou de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde. C'est différent. Tu ramènes une médaille à la maison, tu es sur le podium. Non, ça a été fort. En tout cas, big up à eux et big up aussi à Gaël Clichy, non, big up. qui a fait son rôle d'adjoint avec Ouais, brio. mais au final, comme on est chauvin, big up à l'ancien, à la légende Titi. Wesh, il n'y a pas. Pour Aussi, moi, bien sûr. tu vois, non, mais aussi, parce que faut dire, comme tu as dit, tu étais dans les médias, on parlait beaucoup de lui. Et je vais même pas dire, pour moi, je vais même pas dire l'équipe de France Espoir, parce que pour moi, c'est l'équipe de France olympique. Tu as vu, Olympique, parce que oui, oui. Ouais, c'est vrai. C'est même pas espoir, c'est c'est même olympique. pas Espoir. Il a créé son groupe avec les joueurs qu'il avait à disposition. L'équipe de France olympique, moi, je ne vais pas dire, mais pour ce qu'il a fait et surtout d'où il vient. Et en fait, ce qui lie un peu, aujourd'hui, on va discuter comme ça, c'est la première de la saison 3, on discute, on va un peu mélanger les choses, mais tu vois, Titi, il était attendu parce qu'il a eu quand même des expériences d'entraîneur, mais pas encore de sélectionneur. De sélectionneur, est-ce que déjà, on fait tous la différence entre un entraîneur et un sélectionneur, mais tu vois, ce qu'il a réussi à créer, comme aujourd'hui on est en début de saison et que les championnats, par exemple la Championship ça a déjà commencé, la Première Ligue ça commence ce week-end, tout, il y a beaucoup de nouveaux entraîneurs qui arrivent. Il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent, tu vois. Bah, et comme Titi, pour moi, c'était un nouveau sélectionneur. Hmm. Pas un nouvel entraîneur, mais en tant que sélectionneur, c'était nouveau. Gaël, tu parles de Gaël Clichy. C'était un stade première aussi. Il l'a dit quand c'était son anniversaire. Je l'ai vu. Ils ont fêté son anniversaire, ils l'ont ambiancé. À un moment donné, quand un nouvel entraîneur il arrive, là on est en mode c'est l'été, tu vois, c'est la fin de pré-saison. On regarde si les gens ils sont blessés, pas blessés, tu vois, on fait
on fait le bilan un peu, tu vois, de cette période. Comment, que ce soit on parle de Titi comme fil rouge ou un nouvel entraîneur qui arrive, et là, on ne se met pas sous le prisme du joueur, sous le prisme de l'entraîneur. Qu'est-ce que l'entraîneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand un nouvel entraîneur il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Dans le sens où, comment il impacte quand il vient? Est-ce que vous pensez que l'entraîneur il doit venir changer les choses? Tu vois? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur, à un moment donné, dans son approche, je suis nouveau, je viens prendre la place de quel. Enfin, un mec qui s'est fait virer ou je sais pas, comment on va dire, comment il s'appelle le mec qui est à Liverpool? Slot, c'est comme ça? Slot, Arne Slot. Arrête Slot. Il vient, tu vois, il remplace Jürgen Klopp. Aujourd'hui, j'arrive. Comment je fais pour faire en sorte de créer ce que Thierry Henry a créé avec l'équipe olympienne? Alors, c'est super marrant que tu dis ça parce que je pense que cette saison, plus que n'importe laquelle, c'est vraiment la saison des new beginners, hein. C'est Quand ça. tu vois, je parle dans les top clubs et même en Ligue 1. Quand tu vois Compagnie, Bayern, tu vois Maresca à Chelsea, Arne Slot. Mhm. En France, tu vois Le style. DJ qui arrive chez lui. Will Steele à Lens, nouveau challenge. Francaise. De Zerbi, bien sûr, à Marseille, tu vois. Lucas Elsner à Reims, ils ont fait un Elsner. espèce Il y a du de chef. changement et c'est marrant parce que je pense que même aussi pour la première fois depuis très très longtemps, on n'a pas trop suivi les avant-saisons des clubs parce qu'il y a les JO qui a pris un peu d'espace. Entre l'Euro et les JO, on n'a pas vraiment eu le temps de voir un peu ce qui est mis en place. Il y a aussi Genesio à Lille. Donc il y a beaucoup, on va dire, de nouveaux coachs qui prennent leur nouvelle fonction et c'est intéressant de savoir comment ils travaillent. Alors, je n'ai pas la sauce infuse, Seb, hein. Je constate, je vois un peu de l'extérieur. Je suis parti voir le match de Lille contre Fenerbahçe. Déjà, le match de barrage, enfin pas barrage, tour préliminaire de Champions League. Et j'ai vu quelques matchs amicaux aussi à Strasbourg avec Rosenior qui a repris aussi Strasbourg, un new beginner aussi. Donc tout ça, je pense que là, on n'a pas forcément les réponses, mais c'est bien qu'on le garde en fil rouge ça, pour la suite de la saison, voir comment les différentes équipes se comportent, voir comment les joueurs se comportent, comment les coachs se comportent par rapport à telle ou telle situation. Et ça va être intéressant de voir comment ça travaille. Mais en tout cas, pour revenir un peu à ta question, c'est dur de comparer sélectionneur et coach, encore une fois. Je pense que Titi, il a plus axé sur la cohésion, plus axé sur la complicité. On l'a vu, hein, même déjà comment il a constitué son équipe. Il a vu qu'il a eu des refus de certains cadres, Varane, Mbappé, Griezmann. Donc, il n'a pas forcé. Il a pris des joueurs, comme tu l'as dit, hein, compatibles ensemble, cohésion. Tu le voyais, il a fait des équipes. C'était pas forcément les meilleurs qui jouaient. Cherki sur le banc, Doué sur le banc. Donc c'était assez particulier. Et tu le voyais, Titi. C'était le premier à aller danser, le premier à célébrer quand ça gagnait, le premier à crier. Il était en mode. Il était un peu. Je pense qu'il s'est mis un peu à leur niveau. Même s'il s'est dit, voilà, moi je suis maintenant. Il faut que je me mette plus en mode coach. Il a dit aussi, il faut que je délègue davantage, qu'il prenne plus de hauteur en fait. Mais quand même, tu sentais qu'il avait ce besoin de proximité avec ses joueurs pour pouvoir avancer avec eux. En plus des jeunes joueurs, des joueurs olympiques. Donc, c'est pas la même chose qu'avec un groupe de professionnels dans un club. Après, je pense que chacun a sa manière. Je pense que Compagnie, il peut aussi jouer là-dessus parce qu'il est jeune. Un coach comme Francaise, qui est plus dans le management, il aura peut-être plus de recul. Il va mettre en place des principes que les gens vont devoir respecter. Et après, c'est aussi savoir comment le coach va gérer son effectif ou va gérer son mercato. Je pense que un coach veut surtout faire un mercato à son image. Et c'est aussi on va dire, entre guillemets, un peu la chance d'un nouveau coach dans un nouveau club, dans un nouvel environnement. C'est qu'il peut choisir un peu ses joueurs un peu à son image et façonner un peu un effectif à son image pour que ça marche. Mais Je pense Rosenior, c'est ce qu'il fait un peu avec Strasbourg, tout ça, et Will Steele aussi. Et aussi pardon, Francaise, hein. Q, toi, tu as vécu sur les derniers temps, je pense que c'est pour ça que je te dirige un peu énormément de changements d'entraîneur. Mais maintenant, toi qui es dans un âge un peu avancé, on est tous dans un âge avancé. Pour toi, pour vous même, comment un entraîneur, encore une fois, on est sous le prisme de l'entraîneur, comment il impacte, quel est le comportement, comment il va impacter son dressing room, son vestiaire? C'est quoi la première chose qu'il fait? Comment, tu vois, quelles sont les premières impressions pour que le coach il impacte?
toi, tu l'as vécu comment ces dernières années? Parce que moi, je ne l'ai pas vécu, ça fait un petit moment. Mais après, on peut parler chacun de comment on a vécu les arrivées des entraîneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les modèles un peu différents, pour qu'on voit un peu, comme tu dis, Ricky, pour qu'on puisse garder ce fil rouge et qu'on puisse même vraiment, tu vois, déceler vraiment, réellement des façons de faire différentes en fonction de l'âge. Mais après, j'ai d'autres questions, mais voilà. Et le Tu vois, moi, le processeur. truc qui m'a marqué dernièrement dans les derniers changements d'entraîneur, tu vois, c'est un sujet relativement frais pour nous parce que nous, l'ancien adjoint a repris. Donc, du coup, il connaît très bien le groupe le connaît très bien et c'est venu s'ajouter à, c'est vrai qu'à Toronto, j'ai connu 2, 3 changements d'entraîneur sur les 2 dernières années. Et en fait, c'est une méthodologie où tu réalises que moi, ce que je ferais, ou en tout cas ce que j'attends, c'est un petit peu différent de ce qui se passe, à savoir, et je sais pas si c'est purement nord-américain, mais j'ai trouvé une similitude dans dans pas mal de ces changements dernièrement, c'est que les entraîneurs qui arrivent, ils se focalisent sur 4, 5 joueurs en s'imaginant que tu as des leaders qui vont t'adouber et qu'ensuite le vestiaire va te suivre. Alors que de l'intérieur, j'ai pas du tout l'impression que ce soit quelque chose de réel. Parce que, pour avoir discuté, ça m'a beaucoup intéressé ce thème. Et pour avoir discuté avec des amis qu'on a en commun, des joueurs retraités qui ont eu des responsabilités soit en tant que directeur sportif, soit en tant qu'entraîneur, et qui étaient des anciens coéquipiers, donc on partageait un certain mindset. Si c'est des amis ensuite, c'est qu'on a eu, tu sais, on a un passé commun, à savoir, on gagne des matchs grâce à nos individualités qui font des miracles tout seuls, ou on gagne un match grâce à un vestiaire cohérent sur toute une année, sur 2, sur 3, sur une culture. Et en fait, j'ai un très bon ami qui a été directeur sportif pendant un moment qui m'a dit, tu sais quoi, ce qu'on voyait dans un vestiaire, tu vois l'authenticité des joueurs, tu vois vraiment les joueurs tels qu'ils sont, parce que tu les vois tellement au quotidien. Et quand tu es coach, et encore plus quand tu es manager, eh ben, tu peux te faire arnaquer par les joueurs. Tu as des mecs qui arrivent à te dire tout ce que tu as envie d'entendre, mais qui ne le reproduisent pas vraiment au sein du groupe, et qui du coup t'emmènent dans le zig alors qu'on va dans le zag. Et c'est quelque chose qui m'a marqué quand il m'a dit ça, parce que je le perçois, je le vois. Et pour en revenir à ta question, tu vois, moi je pense que le plus important pour un entraîneur, c'est l'environnement. C'est de créer un environnement, c'est de Ouais. définir des règles, et ensuite, you play by the rules. Ensuite, Ouais. tu t'y tiens. Tu comprends? Le truc qui fait le plus mal au groupe, je trouve, c'est quand tu pars dans une direction et qu'en fait, tu vois que c'est à géométrie variable. Qu'en fonction de la personne, qu'en fonction du profil, qu'en fonction du statut, bah, les règles sont différentes. Et c'est quelque chose, j'ai trouvé, chez les coachs qui ont le plus performé, ou en tout cas dans les groupes avec lesquels on a le plus performé, on a vécu des belles aventures, c'est que tu avais un environnement qui avait été créé et qu'ensuite tu étais capable de retrouver l'authenticité du coach dans cet environnement. Et ce qui me plaît énormément dans ce que Thierry Henry a créé, c'est qu'en fait, il pouvait rester coach et danser et célébrer avec ses joueurs. Comme tu voyais, si tu regardes un peu les vidéos inside de la FFF, qui a fait quand même un assez bon boulot, qui a retracé les semaines de préparation et tout, comme tu dis, tu vois qu'il déléguait énormément. Tu réalises qu'il s'est entouré de futurs grands entraîneurs, je pense, en la personne de Gaël Clichy, mais aussi d'entraîneurs beaucoup plus expérimentés comme Gérald Baticle, qui est un mec qui a 10 ans de plus que Thierry Henry, qui a déjà coaché en Ligue 1, qui a été coach principal en Ligue 1, ou un Jérémy Janot qui amène une personnalité différente. Moi, je l'ai connu à Auxerre, et quand Thierry parlait de lui dans une interview, il a dit, moi, ce qui est trop bien, c'est que j'avais un entraîneur des gardiens, mais vu qu'ils sont 3 dans sa tête, j'avais 3 mecs différents. Tu comprends? Et tu sens qu'il a construit un staff à son image, et il a essayé de construire un environnement dans lequel il aurait pu être authentique et qu'il aurait pu être la meilleure version de lui-même. Et c'est un truc, en sélection, c'est comme tu l'as dit, c'est moins valable. Mais dans un club, si tu crées pas un environnement dans lequel tu peux être authentique, on se renifle les joueurs. Vous savez très bien que quelqu'un qui un jour te dit « Ouais, moi je serai toujours derrière vous » et qui commence à te charcuter après 1 ou 2 défaites, c'est des choses qu'on a trop vues. Et c'est un truc, nous, en tant que joueurs, on le pardonne pas trop. Donc, pour en revenir à ta question et pour continuer dans le débat, je pense que la création d'un environnement à l'image de l'entraîneur est le plus important pour qu'il puisse être la version la plus authentique de lui-même et moins être dans l'adaptation constante, être dans le bon, là je parle à un cadre, est-ce que je vais perdre le vestiaire si je m'embrouille avec lui, et que la prise de décision est rendue plus difficile. Thierry Henry, il est parti du postulat qu'il allait jouer en losange. Sauf que le joueur le plus performant de son équipe, c'était Olysée, qui reste pour moi plus performant sur les côtés. Mais il a fait jouer Olysée dans le losange qu'il voulait en 10. Et j'ai trouvé ça génial parce que il pouvait pas se passer de son meilleur joueur, mais il n'avait pas nécessairement le meilleur poste pour lui, mais tout le reste de l'équipe était plus cohérent dans son losange. Et donc, du coup,
en plus de ça, tactiquement, il s'est pas forcément adapté, mais il a quand même mis les meilleurs joueurs. Et comme tu as dit, son management, je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait grincé des dents. Un Doué, un Cherki, qui en talent pur, semblait faire partie de tes top performers. Et Cherki, il le faisait rentrer dans les prolongations. Donc ça veut dire que, attendez, moi je vous demande, pour ce que vous avez vécu, tu vois, on a tous vécu des changements d'entraîneur, des pré-saisons. Il n'y a aucun entraîneur des nouveaux entraîneurs qui sont arrivés et qui ont fait des changements genre radicaux immédiats. Tu vois, entre la patience, parce qu'il y a des entraîneurs, ils arrivent, ils veulent marquer les esprits directement, leur territoire. Tu vois, ils sont renseignés par rapport à ce qui s'est fait avec leurs prédécesseurs. Ils viennent, bam, ils changent tout. Un Guardiola, mais après, parce que Guardiola, tu vois, mais c'est radical. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez c'est quoi la meilleure manière pour toi? C'est la patience, comme tu dis, on construit un truc, peut-être on tâte le terrain et on voit comment ça va prendre. Ou si le mec, tu vois, je sais pas, moi, il est comme ça, je sais pas, un Mourinho, je l'ai pas eu, mais d'après ce que j'entends, tu vois, il a Fenerbahçe, tu l'as vu, je sais pas, il arrive, il marque son territoire d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la meilleure façon de faire? Non, en fait, tu as 2 éléments. Tu as l'élément, on va dire, technique, purement technique, et tu as aussi l'élément, de l'environnement, l'élément de la cohésion. Parce qu'un coach, quand il arrive, il vient aussi avec des idées technico-tactiques avant tout, je pense. Par exemple, pour être dans le concret, un De Zerbi, quand il arrive à Marseille, il sait ce qu'il veut, techniquement. C'est pour ça, il arrive, il a pas forcément de grief contre Paul Lopez, mais il dit, écoute, merci, mais t'es pas dans mon projet de jeu. Ciao. Tu vois, c'est pas parce qu'il fout la merde ou parce qu'il est, tu vois, au-delà de l'environnement. Après, l'environnement, tu mets en place, c'est vraiment 2 choses distinctes. Moi, je pense qu'un coach, d'abord, il est drivé par son projet de jeu. Je pense, hein. La majeure partie des coachs. Après, tu as des coachs comme Mourinho, en effet, au-delà du projet de jeu, il met en place un environnement, il met en place, on va dire, un mindset de vainqueur, tu vois, de solidité. Voilà. Et si tu n'es pas dans le cadre, ciao. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a 2 choses vraiment différentes. Ce projet de jeu dont tu parles, le projet de jeu dont tu parles, il est pas, moi je prends Slot qui a remplacé Jurgen Klopp. Il a peut-être un projet de jeu dans sa tête, il a une manière de voir les choses, mais il doit être en adéquation avec les valeurs du club. Ça veut dire que les entraîneurs qui arrivent dans certains clubs, je pense qu'on prend cet entraîneur-là parce qu'on sait qu'il va déjà, il a peut-être un certain projet de jeu, mais le projet de jeu, il ne peut pas être si différent de ce que l'institution veut. Alors, donc, tu vois, moi, mon point de vue, surtout pour un club comme Liverpool, ils ont des valeurs. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont vraiment ils ont des valeurs qu'ils veulent transmettre. Des valeurs d'abnégation, des valeurs de travail, des valeurs de jeu, des valeurs de performance. Tu vois. Après, ils cherchent le coach en adéquation avec ces valeurs-là. Mais après, le coach, il peut dire ok, moi, je vais transmettre ces valeurs à l'équipe, mais moi, je joue en 3-5-2. Par exemple. Tu vois, ce n'est pas le cas de Arne Slot, hein, mais il peut venir comme ça. Moi, mon style, c'est 3-5-2 parce que via mon 3-5-2, je vais apporter les valeurs que vous mettez en avant. Et c'est aussi pour ça que Liverpool va chercher Arne Slot. Parce qu'ils auraient pu prendre un De Zerbi, ils auraient pu prendre, je sais pas moi, un Mourinho, enfin, je sais pas. Mais ils ne correspondent pas aux valeurs intrinsèques, on va dire, du club. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela qu'ils partent plus sur Arne Slot parce que dans le mindset, il est un peu peut-être comme Klopp, mais avec un système de jeu différent. Donc forcément, si tu joues en piston, bah, tu n'auras pas besoin de latéraux. Ou si tu joues à 3 défenseurs, il faudra un défenseur en plus, ou il faudra un milieu de terrain en moins. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu as lu l'article dans The Athletic sur le recrutement du futur entraîneur de Liverpool. Ils ont passé à la data hyper avancée pour exactement, en fonction de la culture du club, du style de jeu, qui se rapproche assez pour qu'il puisse avoir sa propre touche, mais en même temps qui soit quand même en adéquation avec l'effectif actuel. Tu comprends? Et en fait, ils ont fait une recherche super extensive et il y a vraiment un article que je recommande énormément. Il est en anglais, mais c'est dans The Athletic, qui est exceptionnel sur, en fait, le process des dirigeants pour le recrutement d'Arne Slot et les coachs avec qui il était en balance. C'est des noms assez incroyables et ils disent exactement, De Zerbi, il était entre guillemets disponible, mais à aucun moment il a été envisagé au-delà d'une liste extensive parce que
ils imaginaient que c'était pas cohérent avec la culture. Et si je peux juste rebondir, je pense qu'en fait, le coach arrive avec un penchant pour son appétence. Tu vois, nous, par exemple, on a un coach qui était féru de tactique, son adjoint, il s'est pas dit qu'il allait continuer dans la même lignée où je mets en avant la tactique, le projet de jeu. Il s'est tout de suite plus basculé sur qu'est-ce qu'on a comme valeur, c'est quoi notre mindset, tu comprends? Voilà, Et ouais. c'est sans doute parce que lui, en tant que coach, il se dit son mantra ou son point le plus fort, c'est de changer les joueurs à ce niveau-là. Tu vois, et c'est Ancelotti qui le dit super bien dans son autobiographie et dans autant d'articles que tu as envie de voir. C'est qu'il dit, pour lui, le meilleur système pour le football, c'est le 4-4-2. Mais quand il est au Milan AC et qu'il a Rui Costa, qu'il a Kaka, qu'il a Pirlo, qu'il a Ambrosini, qu'il a Seedorf, qu'il a tous ces joueurs, il dit, bah, en fait, il a créé son fameux sympa de Noël du milieu des années 2000 pour mettre les meilleurs joueurs sur le terrain avec cohérence. Et quand tu le vois au PSG et ensuite au Real Madrid, à aucun moment, Carlo Ancelotti a une tactique prédéfinie. Pourtant, c'est un grand tacticien. Pourtant, il se recycle énormément. Pourtant, maintenant, ses adjoints, ils ont tous 20, 25 ans de moins que lui pour être en phase avec le football moderne. Mais il s'adapte quand même aussi à son effectif. Tu vois? Donc, je vois très bien ce que tu veux dire, mais je pense que ce qui est créé par un entraîneur, ça va vers son point fort, à savoir, est-ce que c'est un entraîneur qui est comme De Zerbi, qui est, j'ai une tactique. Moi, l'année dernière, Brighton est venu jouer en amical contre Brentford au Mercedes-Benz Stadium. On le sait, tu le répètes tout le Je temps. l'ai dit 1000 fois. Mais je suis allé voir l'échauffement, je suis allé voir le match. Tu sens que c'est soit tu joues comme il a envie de jouer, ou tu dégages. Ouais, c'est ça. Tu dégages. C'est ça. Et même, j'irais même plus loin, c'est soit il va être ultra dominateur, ou soit il va être ultra dominé. Si on arrive à contrecarrer ses plans, j'ai l'impression qu'il y a quand même des limites. Tu vois, Donc, on donc c'est court ça pas. là, aussi le côté un peu négatif. Après, pour revenir encore sur ce que tu disais, Q, là on parle d'exemples positifs avec Ancelotti, De Zerbi, tout ça. Mais moi, je veux te parler d'un contre-exemple, justement, de ce qu'il ne faut pas faire. Et le club qui l'a très mal fait ces dernières saisons, c'est Marseille, totalement. Parce que Marseille a été constamment en recherche de ces valeurs-là. Alors, ils aiment bien dire, oui, c'est Marseille, droit au but, faut marquer, faut gagner. Mais en fait, à Marseille, c'est pas clair. Quand tu vois, ils dépensent, je sais pas combien de millions chaque année, le nombre de joueurs qui partent et qui viennent, plus de 60 transferts sur 3 ans, des effectifs renouvelés à chaque fois, parce que à chaque fois, ils arrivent avec des coachs qui ont des mindsets, qui ont des projets de jeu, ou même des projets tout court, totalement différents les uns que les autres. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Mais si Marseille arrive avec un projet bien défini, avec une culture bien définie, et que c'est vraiment véhiculé vraiment à toutes les strates du club, forcément, ça va découler sur le coach et donc après, in fine, aux joueurs et au fond de jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est très subtil. C'est pas seulement le coach qui crée l'atmosphère dans le club ou dans le vestiaire. Ça vient de tout en haut et normalement, ça découle. Et quand tout est en harmonie, ça marche. Et c'est pas le cas à Marseille depuis 3 ans, 4 ans, depuis Bielsa. Tu passes de Bielsa, tu dors. Après, tu passes avec Marcelinho pendant 2 mois. Ouais. Marcelino, 3-4 mois. Après, c'est encore un autre. Il n'y a plus de projet clair. Et encore une fois, bah, je ressaute encore la barrière en parlant des très bons exemples, parce que ça, là, ça me vient en tête. Les Leverkusen. Le Bayer Leverkusen. C'est carré. Moi, j'ai eu la chance de partir là-bas, d'observer un peu, de discuter avec Simon Rolfes. Mais c'est carré entre le président, le directeur sportif, le directeur général, coach, Xabi Alonso, in fine les joueurs, les joueurs recherchés, les joueurs ciblés. Vraiment, ils font des mercatos, ils ne font pas de bruit, mais c'est extraordinaire, les Leverkusen. Mais tu vois, ce qui est super intéressant dans l'article, je reviens juste à Liverpool. Jürgen Klopp qui a marqué Tu le le mettras club, en description, hein, l'article. Hein. Tu le mettras en lien. qui a marqué, ouais, c'est payant, hein, mais pas de problème. Je vous On va recommande. payer, frère. La Et- connaissance, c'est pas gratuit, frère. Exactement. Pendant 8 ans, Jürgen Klopp a posé sa patte sur le club et il était aussi manager général. Tu sais, c'était un manager à l'anglaise. C'était, en gros, pour notre public francophone, il était directeur sportif et coach. C'est lui qui décidait des joueurs, c'est lui qui décidait plus ou moins du salaire qu'on pouvait donner aux joueurs. C'était le tout puissant. Là, Liverpool s'est dit, pour sa succession, on ne va pas prendre un entraîneur tout puissant. Ils vont prendre un entraîneur et ils ont recruté aussi un directeur du football qui va faire le lien entre justement la transition de Jürgen Klopp, à savoir comment j'aide le coach à continuer dans la digne lignée de ce que le club veut réaliser. Et ça,
ça garantit pas des résultats pour le futur. Mais dans le process, tu t'imagines que c'est hyper intéressant parce que tu as Jürgen Klopp, l'entraîneur qui est remplacé, et Jürgen Klopp, le manager qui est remplacé par deux personnes différentes. Et pas par une seule personne qui va se coltiner le fardeau nécessairement du passé prestigieux de Jürgen Klopp au club. Et tu te dis, c'est vrai que c'est facile, ou non, c'est plus difficile de juger maintenant, mais t'imagines que Liverpool prend les bonnes étapes et prend le taureau par les cornes de la bonne des manières. Non, mais là, tu le vois parce qu'on est un peu, allez, en marge. Nous, on est en marge. Toi, aussi, tu regardes un peu. Mais quand tu es joueur, quand tu es encore dans la tête dedans, est-ce que tu fais vraiment la différence? Est-ce que tu fais le distinguo de tout ce qu'on raconte? Est-ce qu'en tant que joueur, tu vas le voir? Je sais pas. Je vous pose la question. Moi, je sais qu'en tant que joueur, quand il y a eu des changements d'entraîneur, par exemple, je me disais, ah, un entraîneur, par exemple, et c'était ma question suivante, par rapport à l'inexpérience d'un entraîneur, tu vois. Il y a des entraîneurs, tu les connais pas. Tu les connais pas, tu te dis, oh là là, je suis sûr que la majeure partie des joueurs de Liverpool, Arne Slot, ils ne savaient pas qui c'était. Vraiment. Tu vois, ils ne savaient pas qui c'était. Donc, après, ils ont fait leurs recherches. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Donc, est-ce que l'inexpérience, ça joue? Tu dis, ah, et l'entraîneur qui se sait inexpérimenté, entre guillemets, est-ce qu'il va en faire plus? Tu vois, comment il va se comporter? Parce que moi, j'ai vécu, par exemple, quand je suis arrivé à Norwich, quand on a fait la double montée, et que Alex Neil, moi, je revenais de mon périple, Watford, etc. On m'a parlé, on a dit, ouais, changement d'entraîneur en janvier. Et je me retrouve avec un mec qui s'appelle Alex Neil, je te dis, sur la tête de homme, jamais entendu parler. Le mec, il arrive, même, et je suis en Angleterre depuis des années, je sais pas, c'est un Écossais, je sais pas d'où il vient. Et il vient, en plus, après, il fait le malin. Tu vois, quand je le vois, il fait le malin. Ça veut dire qu'il vient, il sait que Norwich, ils étaient en mauvaise position. Donc, il vient, pour le coup, il veut impacter directement. Très écossais, donc c'est-à-dire très, tu vois, syndrome du petit, très chien méchant. Et il vient, moi, je viens le voir parce que je revenais de près de Watford et mon nom, il portait beaucoup de poids, blablabla. Et il fait le malin directement, tu vois. Il me serre la main fort et il me dit, bon, j'ai besoin de mes meilleurs joueurs et tout, t'es mon meilleur joueur, mais hey, fais pas le malin avec moi, etc., etc. Tu vois, comme ça. Moi, ça me fait rire. Mais tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas le comportement d'un entraîneur parce qu'il sait inexpérimenté, pardon, il était jeune encore, tu vois. En plus, il était jeune. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait qu'il a peut-être pas surjoué le truc, mais qu'il a appuyé encore plus fort? Et moi, d'un côté, en tant que joueur, je le regarde comme ça, je me dis, mais t'es qui, toi? Je me dis, mais t'es qui, toi? En fait, je te connais. Tu me connais plus que je te connais. Et je te dis la vérité. Tu as répondu à la question. Les joueurs le sentent, en fait. Tu as répondu à la question, en fait, dans ton laïus. Les joueurs le sentent. Tu vois, tu peux avoir un coach inexpérimenté, mais tu vas ressentir la confiance, tu vas ressentir vraiment la compétence du gars. Parce qu'il a été adoubé par au-dessus, parce qu'il a cette sérénité ou cette certitude que ça peut marcher. Il n'a pas besoin, comme tu as dit, d'osser la voix ou de gonfler le torse comme il a dit, face à ses leaders, entre guillemets. Soit caresser les leaders, soit taper les leaders pour montrer son autorité. Ça sent, comme Q l'a bien dit au début, tu sais, les joueurs, on se renifle entre nous, mais le coach, on le renifle aussi. Hein. Tu sais, combien de coachs y arrivent. En général, les coachs, on ne les connaît pas quand ils arrivent. Sauf si c'est un blaze, c'est un nom, tout ça, un vrai, il arrive. Mais tu ne sais pas comment il travaille au quotidien. Donc, tu vas sentir. Soit tu vas te dire, lui, c'est une fraude. Lui, il n'est pas clair. Ou si tu vas dire, ah, lui, c'est quelqu'un. Il va nous amener quelque part. Pourquoi le Bayern, il prête compagnie? Inexpérimenté, hein, compagnie, excuse-moi. Ok, il a fait une belle montée avec Burnley. Il a fait une saison après catastrophique, mais ok, au-delà de son aspect, de ses connaissances technico-tactiques, au-delà de son expérience de footeux, ça reste un coach inexpérimenté. 38 ans le boug, hein. Il est au Bayern de Munich, institution incroyable, parce qu'ils savent, il va dégager une sérénité aux joueurs, il va dégager un truc qui va faire la différence. Et les joueurs vont savoir. Ils n'ont même pas besoin de le renifler. A contrario, des clubs comme Fenerbahçe, comme Gala, comme Beşiktaş, ils ont ce besoin d'apporter, on va dire, une figure d'autorité, parce qu'après, c'est encore une culture différente, c'est des clubs différents, c'est des types de management différents. Donc, ils ont besoin d'amener, on va dire, des noms pour imposer une autorité. Parce qu'au-dessus, l'institution, c'est bancal.
Il y a pas, on le sait, en Turquie, il y a pas trop d'institutions. Ok, il y a un nom, il y a un passé, il y a tout ce que tu veux. Il y a une ferveur, mais il n'y a pas de vraie institution intangible, comme tu peux l'avoir au Bayern, ou à Milan, ou au Real Madrid. C'est pour ça que là-bas, il faut forcément des noms, il faut des mecs à fort caractère. Mais dans les grands clubs, ils cherchent ce genre de coach qui inspire à la confiance. Et je pense que c'est ce que Marseille veut faire aussi un peu avec De Zerbi aussi. Donc les joueurs savent, les joueurs sentent déjà. Et toi, tu l'as senti déjà. Mais Forcément, le moi, ce coach que je est venu vers toi, il t'a dit tu qu'est-ce qu'il sais, veut lui. parce que vous savez quand même que quand il y a un coach qui arrive, généralement, les joueurs qui sont moins calculés sont très contents et les joueurs qui sont très calculés et qui sont dans un espèce de confort le sont moins et sont dans mes privilèges. Est-ce qu'ils vont osciller? Est-ce qu'ils vont vaciller? Et est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous étiez dans un grand confort et que du coup, c'était quoi votre approche? Je vais aider ou je vais rappeler que, attends, t'arrives, mais moi, je suis un boss ici, tu vois? Toi, c'est par exemple, tu vois, parce que comme tu le racontes, c'est marrant, tu plantes un petit peu le décor. Mais est-ce que tu as déjà eu un coach qui est arrivé et tu t'es dit, faut que tout de suite il sache que moi, on rigole pas avec moi? Non, même pas. Non. En fait, j'ai jamais eu besoin de faire ça parce que c'est pas dans mon caractère. Même si je suis très direct, etc. C'est pas dans mon caractère, souvent même quand j'avais le brassard, de sentir le besoin de cette insécurité. Attention, il faut que lui il sache que normalement, si tu fais bien ton travail, si t'es authentique, si t'es toi, bah, le coach il va venir, bah, il va le voir, tu vois, il le sait, il n'arrive pas comme ça en terrain inconnu. Je me suis jamais dit, ouais, il faut que tu saches, attention, parce que là, tu te mets directement, je pense, en opposition avec le coach. Pour moi, c'est une opposition, c'est de la peur. Le joueur qui fait ça, il y en a beaucoup, j'en ai vu des joueurs. Attends, il est malade, il va pas me voir. Moi, tu vois, au départ, t'as parlé d'un truc. Au début, tu as dit, ouais, on sent les joueurs, on se renifle. Et on sent, tu vois, il y a des coachs qui peuvent nous mettre dans le zig et dans le zag. Tu as parlé de ton pote, directeur sportif, un peu, qui t'a dit qu'en tant que joueur, on se renifle, mais quand tu es au-dessus, les joueurs, ils peuvent te la mettre à l'envers. Moi, là où on va dire que mes problèmes, ils ont commencé à Norwich, c'est quand ils ont viré Chris Hutton, tu vois, et ils prennent l'ancien coach, enfin, le coach des U18, tu vois, Neil Adams, il est promu pour les 5 derniers matchs avec nous. Et pour les 5 derniers matchs avec nous, moi, je le connais que des U18. Ils ont gagné entre guillemets, la FA Youth Cup, la Gambardella anglaise. Donc, je l'ai rencontré que comme ça. Je ne le connais pas. Je lui ai dit bonjour, je suis allé voir à ses matchs. Et là, directement, il arrive pour les 5 derniers matchs. Il vient faire soit le discours du coach quand il vient le premier jour, là. Et il restait que 5 matchs, hein. Et il dit oui, voilà, je vais parler. Il dit comme ça, je vais parler avec. C'est vrai que ça m'a fait rire ce que tu as dit. Je vais parler avec les cadres et tout. Et on va voir comment on va gérer genre les 5 derniers matchs. Et il m'appelle pas. Il m'appelle pas. Je suis capitaine de l'équipe, hein. Donc il m'appelle pas. Ça veut dire que moi. Et là, tout le monde vient me voir et tout. Donc l'arrivée de ce coach-là, encore une fois, je n'ai rien contre lui. Je le connais pas. Mais il vient directement. Lui, il fait passer un message. Il dit, il veut parler avec les cadres, il ne m'appelle pas. Et tout le monde vient me voir. Ouais, Capi, c'est comment? On va faire quoi? Tu vois, ils sont là. Et tout le monde, comme tu as dit, on se sent. Donc dans le vestiaire, tu sens un peu, c'est bizarre. Comment il est encore dans son casier? L'autre, il est parti, l'autre, il est parti. Et moi, je commence à sentir la patate. Je me dis, oh, mais c'est chelou. Mais j'ai rien à dire. Vous voulez que je dise quoi? Donc à ce moment-là, déjà, l'arrivée, il veut faire certaines choses. Et après, on s'est retrouvé à discuter. Tu me connais. Quand tu me donnes l'occasion de venir parler avec toi, il me dit ouais, j'ai oublié. Ah là, je t'allume. Je vais pas te rater. Ouais. Non, mais Ah tu là, vois, là, je t'allume. tu décris quelque chose de marrant parce qu'il faut que les gens comprennent. Nous, par exemple, tu vois, il y a quelques jours, on a eu entretien individuel avec le coach. Il a dit voilà, il nous reste 9 matchs. Il faut absolument qu'on fasse les playoffs. Et puis, il a dit dans les 2 prochains jours, je vais rencontrer tout le monde. Toi, de l'extérieur, tu t'es dit bah super, il va rencontrer tout le monde. Mais de l'intérieur, les footballeurs, la liste et l'ordre avec lequel il rencontre les gens, ça fait parler. L'adjoint avec lequel il te reçoit, ça fait parler. Et c'est tellement marrant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque petit move d'un coach, il y a une surcharge mentale de tellement de joueurs, à savoir, hey, il m'a pris le deuxième jour au milieu de 2 jeunes. Tu comprends? Ou bien, ah ouais, j'étais en premier. Non, là, il m'a respecté vraiment, quoi. Tu vois, il veut parler aux gens, je suis le premier, tu comprends? Et ce qui est marrant, c'est que le coach, qui le sait, il a pris les blessés en premier. Ensuite, il a quand même eu un petit ordre établi. Et ensuite, tu vois, et
ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus qu'une simple liste. Il y a beaucoup plus que des horaires de rendez-vous. Il y a beaucoup plus qu'une réunion de cadre. Il y a beaucoup plus qu'un tireur désigné de penalty. Et toutes ces choses, dans le management, dans le quotidien, ça revient à l'environnement que tu crées. Si tu arrives à être assez authentique, tu perds beaucoup moins d'énergie, à mon avis, avec toutes ces petites choses. Parce que le footballeur est à cheval sur les petits détails quand il s'agit de lui. Mais Quand il s'agit des réunions et de la tactique, il y en a. ah non, on est comme ça, on somnole, tu somnoles. Des fois, Exactement. Mais quand il s'agit de toi, il y en a beaucoup qui sont ah là tout d'un coup. Quoi? Je suis au club depuis 5 ans et je suis le 10e rendez-vous. tu es en alerte. Mais tu vois, juste pour corroborer ce que tu as dit tout à l'heure en plus, c'est que cet même entraîneur-là, moi, je ne suis pas un teubé, je te vois faire, je te vois bouger, etc. Je te loue pas à la première occasion parce que tu fais un peu le malin, tu veux me mettre mal à l'aise, tu veux que je fasse une erreur. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on en reparlera d'un autre jour, c'est plus long, c'est pour un autre podcast ça. Mais fin des fins, on se retrouve 3-4 matchs après où on perd, tu vois, je joue pas, il me met dans les tribunes, tout ce que tu veux. Où il m'appelle, et là, en panique, et il me dit exactement ce que ton ami directeur sportif t'a dit. Il m'a dit, écoute Seb, franchement, je suis désolé, il y a des joueurs, ils m'ont blagué. Franchement, tu vois, ils m'ont blagué. Je suis arrivé, je pensais mais force est de constater que je ne peux pas compter sur eux et qu'ils ont dit des choses, mais quand il fallait montrer un certain nombre de choses, parce que tu vois, on était quand même dans une situation difficile. Et là, tu te retrouves. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas parlé. Et il m'a fait le truc. Il m'a dit, viens, on fait l'équipe ensemble. Ce coach, il m'a dit, viens, on fait l'équipe. Je te dis à quel point il était. Tribune à coach adjoint. Hein. Ouais, et je lui ai dit, jamais de la vie. Je lui ai dit, jamais de la vie. Mais tu vois, c'est pour montrer que quand ce coach, il arrive, que ce soit en cours de saison ou là, on parle de. Là, c'est pas court, là, c'est début de saison. Je pense qu'il y a des manières d'impacter. Il a voulu, et tu vois l'inexpérience, parce que lui, pour moi, il avait les U18, il n'a jamais entraîné des adultes, il est venu en tant qu'intérimaire, et c'est là, on parle d'inexpérience, c'est un peu comme un coach aujourd'hui, je vous dis ce que vous avez déjà eu cette situation, un coach plus jeune que vous. Le coach de Brighton, il a 31 piges. Comment tu réagis quand tu as 38 ans, 37 ans, 36 ans, ton coach, il a 5-6 ans de moins que toi. Comment tu gères la situation? Encore une fois, c'est ce que tu dégages. C'est ce que tu dégages, c'est tout. Mais il faut que l'âge ne soit, comment on dit, que ce soit qu'un chiffre. À partir du moment où tu véhicules, encore une fois, on y revient toujours, mais le bon environnement, la bonne atmosphère, que tu véhicules les bonnes valeurs, que tu es fair avec tout le monde, que tu es fair avec le jeune de 18 ans, comme le vétéran de 38, là, ça se passera bien avec tout le monde. Je pense que ça a été le cas pour Nagelsmann, ça a été le cas pour tout le monde. Là, Maresca, il arrive. Bon, Maresca, quand même, il a une petite quarantaine, c'est en 83 ou 82. Mais Vincent, compagnie, il va arriver face à des tauliers, face à des Muller qui ont limite quasiment son âge. Ils ont son âge. Ouais. Ils ont le même âge. Ouais, mais plus ou moins, non, mais c'est pour te dire. Après, là, on parle de 38, 31. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça reste des coachs jeunes, entre guillemets, inexpérimentés. Mais si, dans la tête, toi, tu te dis, tu as 35 ans, tu as 31 ans, tu vas pas arriver en mode africain. Petit, tu me donnes le respect. Hein. Je suis ton grand frère. Je suis ton tonton. Tu dois me respecter. Non, c'est pas ça. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, ça reste des jeunes coachs. Mais le jeune coach doit venir avec les bonnes valeurs. Regarde, moi, je suis en train de le vivre. Le coach adjoint qui est maintenant coach principal, il a 6 mois de plus que nous. Je nous englobe parce que, voilà, même si je suis votre ancien, on est à quelques mois près, on a le même âge. Et là, tu vois, c'est un fin d'année 85. Donc, littéralement, c'est notre génération. J'ai fait une sélection en jeune avec lui. On s'est croisés au tournoi de Toulon. On a fait le tournoi de Toulon ensemble. Mais il y a quand même un truc. La position de coach, peu importe l'âge, vient avec un certain quand même statut qui, attention, hein, peut vaciller plus ou moins rapidement. Mais peu importe l'âge, quand tu es head coach, quand tu es coach principal, tu as quand même un temps d'avance. Après, tu as quand même une distance et tu as quand même pas une supériorité, mais on se comprend. Tu as quand même dans la hiérarchie. Mais maintenant, c'est à toi en tant que coach, peu importe ton âge, de t'assurer que tu gardes cette distance comme vous l'avez dit, par le respect, par le fait d'être juste avec tout le monde. Et c'est toi, en tant que coach, si tu es un peu plus jeune que certains joueurs de ton effectif, qui rattrape le gap, en fait, dans la hiérarchie ou pas, en fonction de tes actions.
Tu vois, c'est vrai que si ça part en cacahuète et que vraiment tu es dans une situation perdue, tout d'un coup, ton âge, il te revient fort dans la tête. Ah, c'est bon, lui aussi. Vas-y, mon gars, c'est bon. C'est un Peut-être qu'il peut te petit, mélanger tu ça sais. clair. Voilà. Mhm. Non, mais moi, c'est de ça dont je parle. Moi, tout ce que tu dis, et je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est le bon sens, c'est le professionnalisme. Dans le professionnalisme, tu vas pas regarder l'âge. C'est comme si tu me dis aujourd'hui, l'autre, il a 5 6 ans de moins que toi, tu vas mal lui parler. Aujourd'hui, quand c'est ton coach, moi, je parle souvent en situation de conflit. Parce qu'il est là, il arrive. Moi, je me rappelle quand AVB, Villas-Boas, il est arrivé chez les Spurs, quoi qu'on dise, même s'il avait l'aura de Mourinho, tu vois, parce que c'est le petit à Mourinho. Donc au final, il a pris les choses de Mourinho. Ce qui a fait qu'on a moins regardé son âge, et les gens, parce qu'il y avait des gens plus âgés que lui, bah, c'est que quand il est arrivé, les séances, elles étaient extraordinaires. Je ne vais pas te mentir, les séances, elles étaient extraordinaires. Le premier jour d'entraînement, je parlais, tu vois, d'impact, nouvel entraîneur, tout ça. Il est arrivé, les séances, il nous a mis d'accord sur les séances. Après, je ne sais pas si c'était pour nous charmer et ce que tu veux, mais il nous a mis d'accord sur les séances. Donc, ça fait que même ceux qui étaient plus âgés que lui, parce que ils étaient plus âgés, les Galas, ils étaient plus âgés. Mais tranquille, tu vois, tranquille. Et lui, il a un charisme, tu vois. Il a un charisme, Andrés, tu vois. Mais à des moments, quand il s'est mis un peu en porte-à-faux, parce que c'est comme ça, il a eu des conflits avec certains anciens, plus âgés que lui. Je pense que du côté du joueur, c'est beaucoup plus facile. Je dirais, vas-y, de toute façon, c'est un petit, tu vois, en fait, je pense que c'est même pas le coach, c'est juste le joueur qui cherche la facilité en allant pointer son âge. Parce que là, tu peux dire, dans tous les cas, ça, c'est la facilité du joueur. Pour aller dire, de toute façon, c'est un petit. À les limites, vas-y, j'ai plus de gosses que lui. J'en sais rien, il va chercher des trucs inutiles pour pouvoir chercher ce conflit. Et tu vois, et se positionner en. Parce que tu sais, on n'a pas que des gens, on n'a pas que des Q et des toi dans les vestiaires, hein. Tu vois, on Mhm. n'a pas que des gens intelligents, on n'a pas que des gens qui sont bien dans leur tête. Tu as des gens, ils sont en insécurité constamment et ils vont chercher le plus petit truc pour allumer le coach. Tu vois, et ça, l'âge, à un moment donné, aujourd'hui, le mec de 31 ans de Brighton, là, 31 ans. Ça veut dire que 31 ans, pour moi, il a 7 ans de moins que nous. 7 ans de moins que nous. Aujourd'hui, Ouais, moi, ouais. je C'est l'attends. un petit. C'est un Un petit. petit. Même dans le Mais foot, il est tu as même dit, pas fait partie des anciens. t'as dit le plus important, les compétences. Et pour utiliser un exemple qui est plus propre au vestiaire et plus propre aux joueurs. Frère, quand il y a un jeune qui arrive et qui est fort et qui prend ta place, moi je peux te prendre l'exemple de Blaise à 3. Il est arrivé tout de suite dès 18 ans. C'était pas un mec que tu voyais qui venait. Il est arrivé du jour au lendemain. Il avait fait un bon match en 18 ans. S'est entraîné en pro. Il est resté avec nous jusqu'à ce qu'il soit transféré à Saint-Etienne 2 ans et demi plus tard. Sauf qu'au début, c'était ah ouais, le petit, le fils du coach. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Je me suis renseigné. Il a jamais joué en CFA. Il vient de commencer la saison en 18 ans. Il n'était même pas surclassé l'année dernière. Tu vois, les anciens étaient un peu, tu vois, malveillants, tu vois, ils étaient un petit peu, oh, je comprends pas trop, c'est vrai qu'il est pas trop mal aux entraînements, mais un peu. Et puis 2 ans après, il est titulaire indiscutable, même pas, 6 mois après, il est titulaire indiscutable en Ligue 1, et puis l'international espoir, et puis la narrative elle change. Ah ouais, c'est quand même un crack à mon poste, franchement, il est bon. Et puis 10 ans après, tu vois les mêmes mecs qui étaient en train de le scier quand il commence, mais je l'ai su tout de suite qu'il serait champion du monde, tu vois. La narrative, et c'est ok, la perspective et les compétences te mettent d'accord. Tu comprends? Il y a plein de monde qui te diront, mais oui, quand il était chez nous, il était incroyable. Sauf que quand il était avec toi, est-ce que tu avais cette même narrative, toi? Tu comprends? Est-ce que tu avais la justesse pour te prendre la distance et dire, non, là, il y a un crack qui est en train de me passer devant, ou là, il y a un coach en devenir, il a peut-être 5 ans de moins que moi, mais il est extraordinaire. C'est ça aussi. Il faut savoir avoir cette distance et savoir valoriser la compétence. Je dirais Parce que même souvent, le footballeur, il met l'ego avant. Il met son ego Donc, avant. c'est quoi la clé pour jeune coach alors? Pour moi, ouais. en parlant avec vous, j'utilise énormément ce que vous avez dit. La compétence, premièrement, qu'on se le dise dans le foot, coach ou pas coach, la compétence, elle met tout le monde d'accord et tu crées un environnement pour être le plus authentique possible. Pour moi, il faut mettre tout le monde d'accord. Tu vois, tu parles de coach où on peut allier ça aux joueurs. Le petit, enfin, le petit, c'est plus un petit maintenant. Miralem Pjanic, il arrive. Moi, je traînais beaucoup avec les jeunes du centre, donc je savais ce qu'il faisait chez les jeunes. Le jour où il arrive chez les pros, je n'oublierai jamais cet entraînement. Le premier entraînement où il arrive, et lui, tu vois, petit Serbe, là, enfin, tu vois, il est là, il parle pas trop, tu vois. Je l'appelle le Tchétchène, on l'appelait le Tchétchène.
Et il parle pas trop, il est là, mais je savais qu'il était trop fort. Il arrive, tout le monde le regarde, il fait quoi ici? C'est qui ce petit, tout ça? J'ai dit, attendez. Et moi, je me rappelle, j'ai dit, attendez, il va vous faire du mal. Il est arrivé, un contre un, petit pont, frappe lucarne, ta, 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 ta. Quand je te dis, il a mis tout le monde d'accord. Et puis, pour moi, pour un jeune coach, tu parles de Vincent Kompany, quoi qu'on dise, le caractère qu'il avait en tant que joueur, l'aura qu'il avait en tant que joueur, et en plus, ce à quoi il a été exposé avec Pep, etc., fait aujourd'hui de lui un produit, Hmm. un produit légitime que quand il se pose, et même tu le vois, il est grand, il est costaud, tu vois, tu le vois, il est super actif. Donc, les joueurs, quoi qu'on dise, hein, même si c'est les joueurs du Bayern de Munich aujourd'hui, très grand respect. De la même manière que Titi. Au final, ils ont un respect naturel pour. Non, mais je parle. Ok, d'accord. Alors, peut-être que Compagnie, c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais Mais bon, le joueur de. le coach de Brighton, là, l'allemand. Pour moi, aujourd'hui, le Urzeler? terrain. Ouais, franchement, je ne vais pas. Urzeler. Ouais. Pour Ouais. moi, c'est le terrain. Le terrain, c'est un peu comme un AVB quand il est arrivé. Il était grave jeune. AVB, frère, il pouvait sortir avec nous en soirée. C'est fou. Il était jeune de fou. Mais il est arrivé, il nous a mis d'accord tactiquement, techniquement, surtout avec le ballon. Oh là, on a dit, ah ouais, franchement, bien. Donc, il a gagné compétence first. first, compétence first. Et après, bien sûr, je pense que les jeunes coachs d'aujourd'hui, ils ont plus de compétences aussi dans le management humainement parlant. Je pense qu'ils sont beaucoup plus à même aujourd'hui de comprendre comment ça se passe parce que c'est des gens jeunes, les joueurs de foot. Tu vois, ce qu'ils aiment pas. Compagnie aujourd'hui, je l'ai entendu parler à ses joueurs quand il était à Anderlecht ou à Burnley. Ma parole, on dirait Habib, frère. On dirait Habib, on dirait Habib dans le 9-3. Habib dans le 9-3. C'est fou. La vidéo qui est virale là de Anderlecht, là où il menace les joueurs, il a dit si je pouvais vous sortir tous, je vous sortirai tous. Vous m'avez jamais vu sous cet angle. Ne me testez pas, ne continuez pas. Tu vois, il avait été bon. Il met la pression à Zirkzee, là. T'as vu? Elle a bien marché parce que maintenant, c'est un des meilleurs attaquants d'Europe. Donc, et donc, je pense que c'est naturel pour un coach dans son impact. Je pense qu'un Compagnie, il arrive au Bayern, il a joué à Man City, tout ça. Enfin, il n'a pas besoin de forcer. Zirkzee. Pas Zirkzee, pardon. Zirkzee. Parce qu'après, les néerlandophones, ils vont me tomber dessus. Compagnie, il n'a pas besoin de forcer. C'est naturel. Il y en a d'autres, comme tu dis, lui, il a quand même cette exposition au niveau de son blaze. Mais il y a des mecs, je pense que, tu vois, quand tu regardes sous le prisme de l'entraîneur, il y en a, ils vont devoir impacter, mais d'une manière un peu différente. Celui qui n'est pas connu, inexpérimenté, à tous les niveaux, je pense que lui, il va devoir être beaucoup plus fin qu'un Compagnie. Compagnie, il peut arriver, il peut t'insulter. Enfin, il peut, entre guillemets, t'insulter. C'est malheureux, hein, mais le football, comme tu as dit, on se renifle. Et tu le sens toujours, lui, tu le sens toujours joueur, un peu. Enfin, il n'a pas fini de jouer il y a 25 ans et tu sais pas qui c'est. Aujourd'hui, tu entends encore parler de lui, tu peux très facilement voir ce qu'il a fait et ça gagne le respect. Donc, pour moi, c'est. Ce sera intéressant de voir comment va se comporter les Urzeler, Mais comme tu as dit, même s'il n'est pas si jeune que ça, mais voir comment ils vont se comporter. Même les Maresca, même s'il a un blaze, Maresca, ça va être intéressant à voir comment ils vont se comporter. Ça va être super intéressant et même en fil rouge, comme tu as dit, Ricky, de suivre parce que tu vois, ce qu'on n'a pas dit sur la Ligue 1, c'est que les 3/4 des changements d'entraîneur sont dans des clubs qui ont performé. Ça veut dire que ça a été un jeu de chaises musicales, mais tous les clubs qui changent d'entraîneur, c'était pas par défaut, c'était parce qu'un mouvement en a entraîné un autre. C'est le coach de Nice qui part à l'Ajax. Lens, ça s'est quand même très très bien passé avec Francaise, mais il va dans un nouveau challenge à Nice. T'as Lucas Elsner qui sort d'une saison positive et qui est courtisé par Reims, qui est quand même un cran au-dessus. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est des clubs qui ont tous rempli leurs objectifs. Ils sont pas en quête de changement, ils sont en quête d'amélioration ou d'ajustement. Et c'est là où c'est quand même différent par rapport à un coach qui arrive. Je sais que l'année dernière a été traumatisante et tout. Non, 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 non. Il faut que tu continues dans une dynamique positive pour chacun de ces clubs. Et c'est là où ça va être super intéressant. Parce que passer après Fonseca à Lille, aussi, hein. Ça va être compliqué. Parce que Fonseca, ce qu'il faisait à Lille, le gars, il est parti au Milan AC. Hein. Les gens, enfin, tu vois, on n'entend pas quand même les louanges à la hauteur du jeu qu'il proposait, de ce qu'il a réussi à faire à Lille quand même. Et c'est se renouveler plus que. Je pense que c'est un peu comme Liverpool. Moi, tous ceux-là, là, les clubs de la Ligue 1 qui ont performé, ou Liverpool qui au final n'a pas eu le titre, mais c'est plus se renouveler. Tu vois, c'est amener un. Je pense que tu veux pas de changement,
C'est est-ce que tu vas être capable de nous apporter quelque chose de différent, comme tu as dit, Ricky, très authentique par rapport à toi, qui est ta personne, tout en restant dans la performance. Parce que fin des fins, quand tu regardes c'est des périodes. Klopp, c'était 8 ans, un truc comme ça. Je sais pas, un truc. 8 ans, Klopp, ouais. 2015. Non, tu vois, 8 ans. Donc au final, Plus, tu te dis mais- qu'au bout d'un moment, ça va finir. Donc, mais c'est pas mal fini, ça c'est bien fini. Maintenant, il faut que le prochain, il puisse ramener sa nouvelle touche sans. Et je pense que pour les clubs de Ligue 1, c'est la même chose. C'est comment vous allez faire pour rester à un certain niveau. On sait que tu es un bon entraîneur, mais pour ramener ta touche pour qu'on puisse se renouveler tout le temps. Comme les updates, en fait. Pour moi, c'est quand même un update de téléphone, mais tu as un nouveau. Tu vois, c'est une nouvelle update. Une nouvelle update qui va ramener des trucs. Il faut toujours qu'il y ait peut-être des. Comment on dit, des features. Des Des options, actualisations. Ouais, des actualisations, des mises à niveau. des mises à niveau avec ta touche à toi. Et c'est là où le fil rouge il va être intéressant. Et vous, les auditeurs, rappelez-le nous si on fait des épisodes sans faire un petit fil rouge, tu vois, sur comment les gens ils évoluent. Tapez-nous sur les doigts. Et donc, mais ça va être intéressant. Yep. Ça commence bien. Bon, allez, comme d'habitude, hein. Là, on est lundi. Ça fait quoi ce week-end? Pour moi, ce week-end, rien de spécial. Hein. Moi, ce week-end, je bouge pas. Ça va Toujours faire sur- chelou, Q, hein. Hey, est-ce qu'il va nous faire ça tout le temps? En ce moment, Il est passé du mec qui avait besoin des jours de 30 heures. Tu sais, il fallait rajouter 4-5 heures à chaque journée pour les compléter à. Ouais. Non, ce week-end, c'est le début de la Ligue 1. Donc, on va suivre la première journée. Je sais pas où est-ce que je vais la suivre parce que, bon, DAZN, c'est. Sans IPTV, avec un DAZN à 35 Voilà. euros. Waouh! Là, va falloir sortir le portefeuille ou pas, ou sortir les contacts pour trouver quelques pirates. Mais non, on va suivre un peu la Ligue 1, on va suivre ce qui se fait. tous les Puis moi, pirates toujours. qui aiment BMC, envoyez des. Envoyez quelques liens, là, envoyez des liens. Allez. Envoyez des PayPal. Non, mais tranquille, on va voir avec curiosité cette Ligue 1, sans Kylian, avec des équipes renforcées, avec des nouveaux coachs, avec des nouveaux jeunes. Intéressant à suivre comme chaque début de saison. Donc ça va être cool. Et TL. Etiel, il n'y a pas de match ce week-end, mais comme je vous ai dit, les activités ont bien repris avec les enfants. Et surtout, mon fils qui s'était fait les ligaments croisés il y a maintenant un peu plus de 9 mois, a repris l'entraînement. Donc, il s'approche chaque semaine un peu plus d'un retour en match sur les terrains. Donc, ça ne sera pas pour ce week-end, mais je pense qu'il va pouvoir disputer ses premières minutes d'ici 1 ou 2 semaines. Et en tant que papa, tu vois, pour avoir vécu toute sa réathlétisation, toute l'opération, enfin voilà, tout le process avec lui, c'est un grand moment de joie pour lui, tu vois, parce qu'il a super bien géré en tant qu'ado. Être sur le côté pendant 9 mois, c'est pas facile. Et donc, du coup, de le voir reprendre l'entraînement, je suis carrément heureux de l'amener aux entraînements. Le soir, c'est pas grave, les allers-retours, les kilomètres et tout. Vraiment, ça, tu vois, c'est un beau soulagement. Donc, chaque week-end, on s'en rapproche un peu plus. Mon plus jeune a un tournoi. Donc, ça va être marrant. Il a rejoint l'académie d'Atlanta. Donc, voilà, c'est un step-up pour lui. Et ils jouent leur premier tournoi ensemble. Donc, ça va être un week-end marrant en famille à supporter les enfants. Et puis, continuer à bosser. Content d'être de retour pour la thérapie / réunion de famille hebdomadaire avec vous, mes acolytes, et avec vous, nos auditeurs. L'important, tu sais quoi, ce week-end, il y a les premières ligues qui recommencent et on va repartir un peu au charbon, hein, tu vois. On va repartir au charbon. Il y a aussi la fin il y a la période des transferts qui se finit, ce qui se finit encore 3 semaines. Et c'est marrant parce qu'on a certains joueurs ou acteurs du monde du football qui, des fois, m'appellent pour parler à certains joueurs, tu vois, pour gérer certains stress de certaines personnes. Tu vois, c'est marrant comment aujourd'hui, avec le taf que je fais, différents acteurs, pour différentes raisons, à un moment donné, prennent leur téléphone et disent hey, Seb, t'as vu, tu peux te demander une faveur? J'ai ce joueur, laisse tomber, le marché, il n'a pas bougé, etc., etc. Mais je sens qu'il est il est en PLS, tu vois. Est-ce que, tu vois, comment tu peux... Et on fait. Donc, ça m'a apporté certaines, on va dire, du taf à ce niveau-là. Mais encore une fois, on the back of les Olympics, à la sortie des Jeux Olympiques, j'ai dû, tu vois, mes filles, quand même, c'est quand même des athlètes. Tu vois, c'est des athlètes. Donc, j'étais à Paris, il fallait que je les amène au Stade de France. J'ai une règle, je ne paye pas pour regarder les matchs de foot, mais je paye pour les autres sports. Tu vois, je l'ai dit. Non, je paye pas pour regarder les matchs de foot. Je l'ai dit à tout le monde. Les gens qui m'envoient, ouais, pour la finale, des trucs, je ne paye pas. J'ai joué au foot pendant 17 ans en professionnel, je ne paye pas
pour regarder un match. Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Je paye pas pour aller regarder les grands matchs, etc. Ça me fatigue, en fait. Je vais aller payer des deux. Tu te rends compte combien c'était? Des 250, 300 balles pour aller regarder un match de foot, chose que j'ai fait depuis 20 ans. Pour moi, soit j'y vais parce que Invitation? une invitation, mais ça me gêne pas de regarder les matchs à la télé. Et c'est pour ça, en fait, aller au stade, rester bloqué dans le stade, et marcher, et ça, je veux pas. Donc, je paye pour tous les autres sports, pour envoyer mes filles à regarder les finales du 100 mètres et le relais. Je ne vais pas te mentir. Voilà. Ah, Mais attends, pour le match de foot, tu payes pas le billet, mais il te faut aussi une place de parking ou ça va, place de non, parking, t'es tranquille. non, je veux pas de place. Je paye pas. Uber, En fait, je ouais. paye pas le billet dans les grands stades. Je vis en Angleterre, je vais à Londres. Il y a des stades partout. Demain, tu me dis, je sais pas, le Red Star ou n'importe quel entre guillemets plus petit club. L'argent que je vais donner, ça va dans un pas dans un projet, mais tu vois, demain, tu me dis Versailles, il faut payer l'entrée. Je vais toujours payer l'entrée. C'est comme, je vais jamais demander de la gratuité. Je vais jamais demander qu'un pote à moi qui a un restaurant, il me fasse gratuit. Je vais toujours Oui, je payer. vois. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai T'as compris. compris? Donc, C'est bon, j'ai compris. Là, ok, là, ça s'entend. tu Ok, vois, d'accord. là, je vais toujours payer. Tu me dis, on va avoir n'importe quel. Je sais pas, un club qui est en train de monter, qui a besoin. Tu sens que le ticket, ça rentre dans la recette. Et ce que tu veux, demain, tu me dis d'aller payer je ne sais pas combien au stade d'Arsenal. Le stade le plus cher d'Europe, c'est l'Emirates. Hmm. Hmm. Des fois, je connais des gens, ils me demandent des tickets. Je leur fais hey, tu vois les prix. En fait, l'expérience que ces fans-là, ils ont besoin de vivre et pour laquelle ils sont prêts à payer, moi, j'ai pas besoin de cette expérience-là. Je comprends les gens qui payent pour une expérience. Parce qu'aller à l'Emirates ou aller à San Siro ou au Real, c'est une expérience que tu vis. Je suis Hmm. désolé, je l'ai fait en tant que joueur, etc. Oui, d'accord. Là, tu vois, là, c'est beaucoup plus Oui. compréhensible. Ah oui, je l'ai fait en tant que joueur. Donc, l'expérience, moi, je comprends que les gens qui payent cher pour l'expérience. Mais moi, comme le foot et l'expérience, je l'ai vécu à tous les niveaux, à tous les étages. Je me suis dit, mais c'est pourquoi je vais me mettre à payer maintenant pour revivre un truc en plus où, laisse tomber, c'est long. J'étais à la Diamond League avec mes enfants, ici à Londres, parce que ma fille, elle courait à la Diamond League. Je l'ai posté, elle a couru à la Diamond League le relais. 4 fois 100 mètres, U15. Je ne vais pas te mentir, j'étais comme un Ok, dingue. ok. J'étais comme un fou. Je l'ai vue dans le stade olympique. Elle a couru, elle a fait le relais, elle a pris hand, elle a accéléré, papa. J'étais comme un dingue. Là, après, mais la sortie, 1 heure et demie pour sortir du stade. Fallait voir chaleur, tout ce que tu veux. Non, je préfère rester à la maison, frérot. Je peux pas supporter ça. Je le dis, je peux pas. Pour les autres sports, je vais payer. Donc, ouais, pour dire que là, il y a le foot qui recommence. Comme tu vois, ça va, on est en Angleterre, on est pas mal. On est pas mal. Je paye pas trop en Angleterre. J'y vais, je fais mes trucs. Mais franchement, rares sont les fois où vous allez m'entendre dire que je vais au stade. Je préfère regarder le match à la télé. Frère, ça y est. À moins que je commente, Ricky, comme toi, tu vois. Hmm. On est là. Là, tu passes, tu fais ce que tu vas pour travailler. Hmm. Je ne paye pas pour aller regarder un match de foot. T'inquiète, mon gars, viens au Mercedes-Benz Stadium, t'auras même le parking. Mais, et dans Je te quelle garantis pas les petits fours, cette mais année, ma parole, si je viens, si t'es encore là-bas longtemps, c'est sûr que je viens en Mercedes-Benz. Si t'es encore là-bas longtemps, on en reparlera. C'est sûr qu'on vient. Et je dis on, je mets Ricky dans le sac direct. Hein. Il veut pas. Et moi, faut que j'y aille. on fait un J'ai épisode absolument. en live au milieu du terrain. Faut que j'y aille absolument. T'as parlé. Hein. Il a dit on fait un épisode en live au milieu du terrain. Oh là là. En tout cas, avant Noël, on va essayer de voir ça. On fait un petit aller-retour à Atlanta. Donc, ouais, ce week-end, c'est ça, c'est le football, mais je voulais le dire parce que j'étais fier. Comme tu as dit, Q, tu étais fier que ma fille, elle a fait quand même presque 1 an et demi de blessure au tendon d'Achille, etc. Et là, quand je l'ai vu quand même au stade olympique, à la Diamond League, après, là, je l'ai amené aux Jeux Olympiques, j'ai quand même vu dans ses yeux, tu vois, ce truc, elle me dit, non, papa, je comprends quand tu me dis boss. Elle me dit, je comprends. Elle m'a dit, franchement, je crois que je vais tout faire pour être là. Je dis, viens pas me chébran, viens pas me chauffer, s'il te plaît, parce que mon petit cœur, il va pas supporter. Elle est sur la bonne voie, là. Non, elle est sur la bonne voie. Et après, comme on a dit, c'est l'environnement. Tu vois, l'environnement que tu crées autour de tes enfants, l'environnement ce à quoi tu les exposes. Après, même si c'est dur, tu te dis, des fois, je lui dis, tu manges pas bien, tu dors pas bien, etc. Des fois, je me regarde en train de lui parler, je dis, mais frère, elle n'aura jamais ta vie. C'est pas ta vie.
Elle n'a pas quitté chez elle à 13 ans. Là, elle est avec papa, maman. Enfin, le système, il est totalement différent. Différent, Il bien est sûr. différent, donc tu ne peux pas attendre d'elle qu'elle soit à 13 ans ou 14 ans, comme toi, dans la matrice qu'on était, là, tu vois, dans la sauce qu'on était à Clairefontaine, où on était déjà trop cadré ou très bien cadré. Donc voilà. Mais bon, on en reparlera aussi, c'est bien. On va avoir beaucoup de fils rouges cette saison. On va avoir beaucoup de différents fils rouges, que ce soit entre nos activités à nous, celles de nos enfants, les coachs. Oh, la saison 3, c'est parti. Issa, Louis, grand big up à vous. Et Mohamed, Issa et Mohamed, parce qu'il y a La famille s'agrandit. de toute façon, la famille s'agrandit. Gros big up, vous avez fait du très très bon travail. Il faut le dire, parce que pour tous ceux qui, voilà, si vous kiffez comment c'est monté, etc., le best-of qui est sorti, qui nous a fait surkiffer en tout cas, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est Issa et Mohamed. Donc franchement, gros respect à vous. Le CM, Louis, on est ensemble, continue de bosser. Et voilà, dernier mot, messieurs. Avant pour lancer la saison 3. J'ai pas envie de niquer ta. Ouais, t'as pas intérêt, de toute façon. J'ai pas envie de niquer ta sortie, frère. Il n'a pas intérêt à niquer la sortie. Merci à tous. Dans tous les cas, la saison 3, c'est reparti. Comme d'habitude, la seule chose qu'on vous demande, bombarder des messages, bombarder d'idées, continuer d'être super actif. On en a besoin, on s'en nourrit. Et souvent, voilà, comme c'est la réunion de famille, c'est à vous de nous donner des thèmes. On est ensemble, c'est la nouvelle saison. Je pense que vous allez kiffer. On a plein de choses à vous montrer. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas content, moi, le dictateur, j'en ai rien à foutre. Basket par cas, allez hop, tu rampes. Ballon, main, corps. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour, on est ensemble. Q. Ciao. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Rabeux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!